Bonjour, je m'appelle Charlotte Van Rose et vous écoutez Drop the Mic, un podcast de Compta Libre qui donne la parole aux entrepreneurs. Un entretien qui aborde les déclics, les succès, parfois les échecs, les craintes, mais surtout les joies et les étapes clés qui façonnent les personnalités. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Lorraine Danet, cofondatrice de Woomies. Elle me raconte comment la présence de son meilleur ami et cofondateur Alex a été importante dans son parcours professionnel. Bienvenue à ceux qui nous suivent et à ceux qui nous rejoignent peut-être aujourd'hui. Très belle écoute à tous. Bonjour Lorraine, je suis ravie de te recevoir sur ce podcast et de pouvoir écouter ton histoire. Salut Charlotte, merci à toi d'être venue jusqu'à nos bureaux. Est-ce que tu pourrais commencer ce podcast par te présenter, s'il te plaît ? Oui, avec plaisir. Moi, je m'appelle Lorraine Danet, donc j'ai 30 ans depuis cette année. J'ai cofondé Woomies en 2017 avec mon meilleur ami Alexandre Assal. Suite à des expériences de vie dont on va parler, qui m'ont mené justement à créer cette application à l'origine un peu comme Tinder de la coloc, qui a bien évolué depuis, on pourra en reparler. Et à l'origine, moi j'ai commencé mes études en droit, puis en finance à Dauphine. Et à la suite de quoi, j'ai travaillé pendant 3 ans en banque privée. Et puis le parcours de vie et des expériences ont fait que je me suis lancée dans le grand bain de l'entrepreneuriat. Donc on va pouvoir en reparler avec grand plaisir. Ouais, moi j'aime bien commencer ce podcast en se demandant un peu, en revenant un peu plus loin dans le passé, pour savoir comment tu as commencé par entreprendre ou qu'est-ce qui t'a donné envie d'entreprendre quand tu étais plus jeune. Ouais, alors moi à l'origine, j'ai une famille avec une culture qui est assez indépendante, dans le sens où mon père est déjà entrepreneur, ma mère est profession libérale. Donc j'ai toujours eu cette petite envie où je me disais, après mes études, j'aimerais bien lancer ma boîte. Et j'avais déjà travaillé sur plusieurs projets, notamment un en master quand j'étais étudiante, mais qui était plus en lien avec la finance. Un projet sur lequel j'avais bossé pendant 6 mois avec des amis de ma promo qui n'avaient pas vu le jour parce qu'on était des profils trop similaires et pas assez complémentaires. Donc, un projet avorté à mon grand regret. Donc, j'ai continué ma route finalement sur un parcours un peu plus classique. Donc, vraiment en banque, chez Natixis, etc. Avec toujours cette petite envie quand même de me dire le jour où j'ai la bonne idée, je me lancerai. Et puis c'est vrai que il y a eu pas mal d'éléments qui se sont ajoutés à mon envie, dans le sens où dans mon ancien job, mon boulot c'était de conseiller souvent des entrepreneurs qui cédaient leur boîte dans les opérations de cession, de structuration et de placement des fonds. Donc j'avais de l'autre côté de la table souvent des belles histoires entrepreneuriales et je me disais toujours que j'étais du mauvais côté. Et donc ça me donnait quand même envie de me pencher un peu plus. J'ai toujours été passionnée d'innovation et en même temps d'immobilier aussi. Okay. Donc voilà, tous ces éléments-là ont fait que c'est mon envie de me lancer grandissait de jour en jour. Et puis les expériences passées et vécues en colocation à Paris m'ont amenée sur cette piste grâce à Alex justement qui vivait la même chose au même moment que moi. Oui, parce que toi tu étais en coloc du coup. Exactement, à l'époque je vivais en coloc, c'était pas forcément prévu comme ça. Mais c'était une expérience assez nouvelle pour moi à Paris. J'étais avec une de mes amies et en fait on avait des modes de vie qui étaient assez différents parce qu'on avait des rythmes de travail et des rythmes de vie qui étaient pas forcément ultra compatibles au quotidien. Et puis de fil en aiguille, la relation elle s'est un peu détériorée et je me suis dit en fait la colocation c'est bien de partager un appart parce que tu partages plein de trucs, tes loyers, etc. Mais en fait, le principal, c'est quand même de bien t'entendre avec des gens que tu vois en rentrant le soir. Et au fil d'une discussion qui était complètement... c'était complètement random. Un soir, je prends un verre avec Alex et lui, il partait vivre à Londres pour un nouveau job. Il venait de finir sa première expérience chez Criteo. Et lui, il avait toujours un petit carnet d'idées entrepreneur. Lui, il est très entrepreneur dans l'âme, il est créatif et on aimait bien toutes les semaines échanger sur ses idées de business.
Et c'est vrai que lui, en cherchant sa coloc, parce que l'immobilier à Londres est très cher, donc c'est vraiment un mode de vie qui est encore beaucoup plus répandu qu'en France. Donc on en parle et on se dit, mais en fait, toutes les plateformes immobilières qui existent, c'est des plateformes de diffusion d'annonces où il y a, enfin voilà, t'es laissé pour compte quand il s'agit de chercher ton logement, tu sais pas qui y a dedans. Oui, c'est souvent un propriétaire, en plus, c'est pas vraiment le locataire. Ouais, exactement. Tu sais, t'as parfois des locataires qui passent des annonces, puis en fait, t'as aucune idée de qui sont ces personnes, ce qu'elles aiment, comment elles vivent, etc. Donc tu te dis, bon, bah, en fait, c'est un process qui prend énormément de temps, où voilà, c'est au petit bonheur la chance. Est-ce que tu vas trouver une personne avec qui tu vas bien t'entendre? Et toutes ces plateformes-là, ça fait des années qu'elles existaient. Donc, soit tu vas sur Facebook et tu prends des heures pour discuter avec les gens, soit tu vas sur Le Bon Coin ou des plateformes immobilières, mais voilà, t'es vraiment laissé à toi-même pour chercher et l'appart et les personnes avec qui bien t'entendre. Donc, soit c'est du bouche à oreille, mais en gros, voilà, il n'y avait aucune plateforme qui combinait à la fois la recherche, la facilité de trouver un logement et en même temps le matching entre personnes. Et donc c'est là qu'est née l'idée de Woomiz, qui était vraiment de combiner très simplement au sein d'une application mobile à la fois la recherche de logement et le fait de pouvoir rencontrer plus facilement des personnes qui vont correspondre à, tu vas décrire ton mode de vie, ta personnalité, je sais pas si t'es végétarien, si t'aimes le théâtre, si t'es sportif, voilà, enfin tu vois, t'as pas forcément envie d'être dans une coloc de fêtards si t'es plutôt assez calme et réservé, et donc tous ces paramètres-là vont rentrer un peu comme sur un concept d'application de rencontre. Exactement, c'est pour ça qu'on nous a appelé tout de suite le Tinder de la coloc. Et voilà, l'idée d'origine était là, puis on s'est tous les deux passionnés par ce sujet. On a vu qu'il y avait une opportunité marché de fou parce qu'il n'y avait rien, aucune plateforme qui répondait à ces deux enjeux-là, ni sur le marché français, ni sur des marchés même plus matures comme en Angleterre. Et donc on s'est dit, bon... Parce que du coup, vous avez ouvert à Londres aussi. Ouais, on a lancé en 2018 l'application à Paris et Londres. Pour différentes raisons. Le marché anglais, déjà, c'est le marché principal de la colocation en Europe. C'est quasiment la moitié du marché sur ce marché-là uniquement. Il y a 7 millions de personnes qui vivent en colocation. Les prix de l'immobilier sont plus chers. C'est un marché plus mature aussi. Et donc, on s'est dit, bon, partons en exploration un peu sur un marché plus mature et on va voir ce qu'on peut apporter aussi de nouveau sur le marché français comme ça. Et du point de vue de ton projet entrepreneurial en tant que tel, je trouve que ta rencontre avec Alex, elle est assez marquante. Est-ce que tu penses que tu aurais pu monter ce projet si tu n'avais pas été avec lui? Est-ce que tu aurais pu entreprendre un projet tel que celui-ci si tu avais été seule? Alors ouais, clairement pas. Je pense que c'est plus que marquant puisque ça a été vraiment déterminant. Parce qu'au-delà d'avoir l'idée, déjà l'idée elle est survenue d'expériences partagées. Voilà, on s'est retrouvés tous les deux autour de cette même problématique et je lui ai dit mais arrête-toi tout de suite sur cette idée-là parce que voilà, moi ça a fait un peu eureka aussi. Ouais. Et puis au-delà de l'idée, on s'est retrouvés en se disant bon, ça fait 10 ans qu'on se connaît, qu'on est amis. Lui il a un parcours où il a fait une école de commerce à l'ISEG, il a voyagé beaucoup, il a vécu à New York, il a vécu à Singapour. Donc il a une ouverture, il avait fait une majeure entrepreneuriale, donc beaucoup plus orienté sur le digital aussi que moi. Et on s'est dit, mais en fait, on a quand même des complémentarités au-delà de juste de bien s'entendre. On fait quand même un bon duo, quoi. Et on s'est regardé en me disant, ouais, je pense que s'il y a une personne avec laquelle je pourrais vraiment m'associer dans tous mes potes et tous les gens que je connais aujourd'hui, c'est lui. Et en fait, c'est vrai que seule, j'aurais même pas envisagé l'idée de créer Woomiz parce que pour moi, cet environnement digital, j'étais pas du tout familière avec ce qu'était une application mobile, comment on crée des user stories, comment on crée des maquettes de l'application, un parcours, etc. Ouais. Donc moi, j'étais beaucoup plus sur les aspects genre business plan, finance, etc. Pour se dire comment on finance les débuts de l'aventure. J'avais eu la chance de rencontrer quand même des personnes vachement inspirantes aussi
et de développer mon réseau quand j'étais chez Natixis. Et tout ça, mis bout à bout, on s'est dit, ok, on ferait quand même une bonne team tous les deux. Et on a commencé à bosser tous les deux en parallèle. Lui, il continuait ses process pour partir à Londres. Moi, je bossais, donc je me levais à 5h du mat. Et avant d'aller bosser, Ah oui, au début, tu as continué à faire les Ouais, pendant 3-4 mois, on avançait en se disant, bon, on va creuser le sujet. Et puis, moi, genre, depuis le début, je me suis dit, c'est une évidence. En fait, cette boîte, c'est un peu l'idée que j'attendais depuis... Enfin, voilà, que... J'aurais rêvé de l'avoir plus tôt, mais finalement, elle tombait à pic. Je me disais, très bien, dans mon job actuel, j'avais envie d'évoluer plutôt dans le milieu start-up, côté fonds d'investissement. Et je me renseignais, je regardais un petit peu ce qui se passait, tu vois, dans le milieu de financement start-up, etc. Donc, je me suis dit, mais en fait, non, pourquoi pas être directement de l'autre côté de la barrière. Et grâce à Alex et à ce duo, on s'est non seulement motivés tous les deux, parce que forcément, tu as cette excitation des débuts où tu te dis que tu vas refaire le monde. Et donc, ça part en discussion jusqu'à 5h du mat, 4h du mat, où voilà, tu es en train de designer le truc dans ta tête et tu te dis waouh, genre. Ouais, c'est une bonne émotion, quoi. Ouais, complètement. Ouais. Et c'est vrai que c'est dur, je pense. J'en connais des personnes qui entreprennent seules, mais honnêtement, je les admire beaucoup parce que c'est tellement. Je pense qu'on ne se rendait pas compte de la difficulté aussi que c'est. Oui, je pense qu'on n'a jamais l'impression que ça va être. Ouais, mais quand t'es deux, déjà, tu vois, dans les moments d'euphorie, c'est génial parce que tu partages les bons moments, mais aussi dans les moments hyper durs, c'est hyper important d'avoir quelqu'un pour un bon entourage de manière générale pour pouvoir se serrer les coudes, se remotiver. Il y a toujours des moments de mou, de doute, etc. Donc c'est vrai que tu te rends compte de l'importance d'avoir un associé. Là, dans la vie de tous les jours, vous travaillez encore ensemble? Ouais. Là, tu l'as vu, il est au bureau. On travaille sur pas mal de sujets strat en commun, tu vois, sur la boîte, même si aujourd'hui, on a des missions qui sont vachement différentes et bien définies. Parce qu'on a grossi, maintenant on est une vingtaine dans l'équipe, donc on a la chance de pouvoir aussi déléguer et avoir d'autres talents qui nous ont rejoints. Mais c'est vrai que au début, on faisait un peu tout à deux, même si lui, il a des skills que j'ai pas. C'est lui qui a clairement designé tous les parcours de l'application, etc. au début. Et moi, j'aurais jamais été capable de faire un quart de ce qu'il faisait. Oui, mais inversement aussi. Et inversement, peut-être, certainement, sur les aspects plus de gestion de la boîte et administrative, comptable, juridique, etc. Je pense qu'il était bien content de me laisser ce sujet-là. Et même au niveau de la communication, c'est pas un truc qui le passionne. Lui, il est à fond dans son business, il est content que je porte le message de la boîte en dehors de nos murs, mais lui, il se concentre vraiment sur le business. Que lui, quand même si vous êtes deux. Ouais. Écoute, c'est un choix commun. C'est un choix commun. Ouais, depuis le début, il m'a dit c'est toi qui va voir les médias, qui va représenter un peu le message et la mission de la boîte en dehors. Et en même temps, moi, je n'étais pas forcément hyper à l'aise. Je te jure que je n'étais pas forcément faite pour ça non plus. Et puis, tu apprends à te faire confiance petit à petit, à avoir une petite aisance aussi au fur et à mesure de tes discussions. Parce que franchement, les prises de parole en public, c'était vraiment pas mon truc au début. Et lui, il était beaucoup plus à l'aise. Alors, je disais, mais en fait, c'est toi qui dois faire les... Parce que lui, il a fait une école de commerce. Moi, j'ai fait des finances, que j'étais hyper stressée quand il s'agissait de parler en public, quoi. Vraiment, même au début, les premiers pitchs, tu vois, on allait dans les écoles et tout, et on parlait des étudiants. Genre, je me mettais derrière lui quand je me cachais, je te jure. Et donc ouais, j'étais pas forcément... beaucoup plus à l'aise que lui, mais finalement, les choses se sont... J'ai appris à me faire plaisir aussi en discutant et en partageant. Moi, j'aime beaucoup rencontrer des gens. C'est vrai que je suis plus dans le network, le réseautage, que lui. Lui, il n'aime pas trop, genre. Ouais. Donc, il me dit, c'est très bien que tu ailles prendre des cafés avec les investisseurs, les trucs, et que ce soit toi qui t'en occupe. Voilà, donc au final ça s'est fait assez naturellement et on a une bonne complémentarité, on bosse encore bien sur les sujets stratégiques de la boîte. Typiquement là on rentre en levée de fonds, donc là on bosse vraiment sur les sujets des 2 prochaines années assez stratégiques ensemble
Et ouais, ça se passe super bien. Aujourd'hui, voilà, il y a toujours eu on a toujours eu cette facilité de communiquer qui est super importante quand tu t'associes. Ouais. Parce que souvent, les problèmes dans les premières années d'une boîte, c'est bien souvent des problèmes entre associés. On a toujours été quand même très alignés sur nos objectifs. Et ça, c'est vachement important. Quand tu t'associes avec quelqu'un, c'est de pouvoir communiquer de manière transparente. Ouais. Et d'être aligné sur les objectifs. Ça, tu penses que c'est plus le fait que vous soyez amis ou en vrai la complémentarité professionnelle fait que... Je pense qu'il y a un petit peu des deux, mais c'est important dès le début de se dire ok, comment tu vois la boîte, pourquoi tu le fais. Et je pense que c'est des sujets nous qui ont été assez naturels au début. Mais c'est important de se poser au-delà des complémentarités de boulot, quoi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont hyper complémentaires dans le boulot et qui n'ont pas forcément les mêmes valeurs, par exemple. Et c'est vrai qu'Alex et moi, on a vraiment les mêmes valeurs et on s'aligne assez rapidement, même si on est souvent en désaccord sur pas mal de choses. Oui. Et il faut savoir se dire non, il faut savoir s'argumenter, être toujours dans le respect, etc. Mais bon, ça nous arrive, comme tout le monde, des moments de plus de tension, etc. Mais ça a toujours été assez bienveillant et on s'entend quand même hyper bien. Et ça nous a permis d'arriver 4 ans plus tard avec une boîte qui tient encore la route, avec une association où on va encore déjeuner. Et en plus, on a des potes en commun. Ouais. Donc, on part en vacances même ensemble, etc. Donc, on a quand même une relation d'amitié qui existe encore. Et ça, c'est cool. Parce que ça n'a pas toujours été le cas dans les moments difficiles. Parfois, tu es tellement dépassé par le boulot que tu en oublies l'amitié aussi. Et donc, c'est compliqué. Mais maintenant, ça va, on a trouvé un petit équilibre où on arrive à un peu séparer les moments où on parle pas de taf. Et voilà, là, il s'est marié cette année, j'étais au mariage. C'était trop un moment génial. Vous n'avez pas parlé de boulot ça. Ouais, on avait une partie de l'équipe qui était quand même au mariage, c'était cool. Même 2 de nos investisseurs qui étaient là. Donc pour te dire, il y avait quand même, un petit esprit woomies, mais c'est aussi l'ambiance et la culture qu'on a aussi chez Woomies, c'est pas mal de partager ça avec notre équipe. Donc voilà. Et sur votre chemin, si on reprend vos rencontres importantes, est-ce que dans la vie de tous les jours ou quand vous avez lancé votre boîte, est-ce qu'il y a des rencontres qui ont été hyper importantes pour vous, des amis qui ont entrepris aussi comme vous, ou votre famille peut-être qui vous a poussé pour votre projet? Ouais, alors des rencontres, je dirais que vraiment quand tu entreprends, ton chemin il est quand même vachement... pas délimité, mais t'es quand même souvent ricoché sur les rencontres par rapport aux rencontres que tu fais, que ce soit nous, nos investisseurs qui nous ont fait confiance au début. Donc il y a une personne, un business angel qui nous a mis le pied à l'étrier aussi, qu'on avait eu la chance de connaître par notre réseau aussi. Et puis ceux qui sont arrivés après, puisqu'on a levé 2 millions d'euros auprès de business angel, on en a une quinzaine aujourd'hui. Et en fait, toutes ces personnes-là... je dirais qu'il y en a peut-être 3 ou 4 qui sont plus impliqués parce qu'ils sont au board ou qu'ils sont plus actifs que les autres. Mais en tout cas, toutes ces personnes-là ont contribué aussi à nous faire réfléchir parce que quand on monte un concept innovant, au début, on a des idées, on teste des choses, mais on a toujours besoin de confronter sa stratégie, ses idées à d'autres personnes. Donc, il y a nos investisseurs qui ont beaucoup compté et qui comptent toujours beaucoup pour nous. Et ça, c'était des personnes du coup expérimentées, on va dire, dans le milieu. Il y a eu les incubateurs. Honnêtement, quand tu te lances dans un business, c'est vraiment en fait hyper important d'être entouré et même quand tu n'as pas de réseau, de te dire genre j'ai envie d'intégrer ce réseau-là. Et en fait, c'est accessible quasiment. Tout le monde peut postuler aujourd'hui pour arriver dans un incubateur. Et quand c'est ta première boîte comme nous, ça a été le cas. En fait, tu sais pas par où commencer, tu sais pas à quelle porte toquer. Tu dis, est-ce que tu commences, où est-ce que tu rencontres des avocats, des comptables, tu sais pas comment ça se passe, quoi. Il y a plein de choses. Et comment tu rencontres d'autres entrepreneurs? En fait, nous, on a eu la chance de pouvoir aller dans l'incubateur de Dauphine, de l'université Paris-Dauphine dès le début. Ouais. Ça nous a permis de rencontrer des experts, de rencontrer des gens qui avaient une expérience, ça nous a apporté d'autres startups aussi, d'autres entrepreneurs, quoi. C'est là où moi j'ai fait les connaissances des premiers
dans mon entourage, j'avais pas d'entrepreneur vraiment en tête. Enfin, tu vois, j'avais une personne, je pense à Adrien, qui était chez 50 Partners à l'époque. Et c'était la seule personne de mon réseau. Tu vois, j'avais sur mon Facebook, je me suis dit, mais attends, j'ai dit Alex, je crois que je connais un mec dans le milieu startup qui s'occupe de mon accélérateur. Pas du tout là-bas. Ah, pas du tout, non. Enfin, je connaissais des entrepreneurs beaucoup plus expérimentés parce que c'était mes clients, mais je n'osais pas, tu vois. J'allais pas, en tant que bancaire, leur dire, voilà, je monte une boîte. Mais voilà, et du coup c'est en toquant aux portes des incubateurs. Franchement, l'incubateur de Dauphine, ça a été vraiment une révélation pour nous parce que c'est là où on a fait toutes nos armes. On a discuté avec des startups, on était une dizaine de boîtes, tous avec des niveaux, tu vois, plus ou moins, toujours un peu en amorçage, mais il y en avait quand même qui étaient plus loin que nous. Ouais. Donc, tu partages des bonnes pratiques, t'échanges, tu vas étendre ton réseau parce qu'ils vont te présenter un mec sur la partie marketing qui va t'expliquer comment gérer tes campagnes d'acquisition, enfin tes premières campagnes d'acquisition, ou en tout cas de gros hacking parce que t'as pas de budget au début. Oui. Donc voilà, donc tu dis mais comment tu vas faire? Et les mecs ils vont te dire voilà comment scraper une base, etc. Et donc tu dis bon ok c'est un peu con. Voilà, tu te dis bon c'est un peu des mots. Toi moi aussi j'apprenais le jargon startup, tu vois aussi. Et je me dis bon ok tu te formes parce que tu lis des trucs, t'écoutes à l'époque, tu vois, j'ai l'impression que je suis une vieille de dire ça, mais il y avait honnêtement pas beaucoup de podcasts encore, tu vois, en 2018, c'était pas encore le truc hyper répandu. Ouais. Donc c'était plus des bouquins, je lisais pas mal de choses en ligne, et il y avait quand même des ressources, tu vois, je m'inspirais pas mal de bouquins d'entrepreneurs américains, dont toujours le Y Combinator, etc., qui sont quand même des références quand tu commences, donc tu te nourris d'énormément de choses, et surtout les rencontres, t'essayes d'aller dans des événements, de pitch. À l'époque, il y avait The Family, on écumait les trucs, tu vois, et donc tu t'en prends plein, tu te nourris, et c'est vrai que ces rencontres-là te font que tu es tout le temps en perpétuel, en émulation intellectuelle. Enfin, surtout toi qui viens du coup d'une famille assez indépendante là-dessus, j'imagine que tes parents, ils ont été derrière toi. Et ça arrive aussi qu'il y en ait certains qui se disent un peu, mais oui. Vous allez dans le mur, choisir le confort. Tu vois, c'est ça le truc, c'est que honnêtement, même mon père, qui était entrepreneur en secteur, dans l'immobilier, mais beaucoup plus traditionnel, parce que c'est la transaction, les agences, etc. Genre, même lui, quand je lui ai dit, écoute, je quitte mon CDI confortable de chez Natixis Wealth Management, où genre, je sais que j'ai des perspectives en plus, où j'avais eu une promotion quasiment annoncée le jour où j'allais annoncer mon départ. Donc je me suis dit, bon, je vais peut-être pas le dire tout de suite, mais du coup, quand j'ai annoncé en mode, je vais me lancer dans une start-up, c'est quand même mon mot qui fait un peu peur à ton entourage, dans le sens où tu te dis, bon, elle sait pas trop ce qu'elle fait, quoi. Genre, en fait, elle connaît rien au digital, elle veut monter une application, elle a jamais codé de sa vie, elle connaît rien au tech. Et moi, j'étais là, mais j'apprends, j'ai téléchargé une app pour me former sur du code. Enfin, tu parles, j'étais pas du tout... je pense que j'y serais encore pour coder la version de l'application si j'avais appris à coder, mais j'ai appris les bases. Mais c'est important pour comprendre, mais voilà. Mais ouais, c'était plutôt quand même un peu... t'es sûr de ce que tu veux faire, genre t'es quand même bien dans ton poste, et puis après tu te dis vite, au pire ça marche pas, ça te fait toujours une bonne expérience, tu vas apprendre plein de trucs, mais bon, j'y pense, je t'avoue que j'y pensais pas à ce que ça marche pas, quoi. Forcément quand tu te lances, t'es tellement persuadé que ton idée elle est géniale et que ça va marcher qu'il vaut mieux pas penser à ce que ça marche pas. Mais mon entourage m'a quand même soutenu beaucoup. On a eu une période difficile aux 2 ans à peu près, 2 ans d'existence de la boîte où là on a eu une grosse remise en question, gros doutes, plus de cash. On s'est dit qu'est-ce qu'on fait? Vraiment, on était à quelques jours près pour plaquer la porte de la boîte parce qu'on n'arrivait pas à lever des fonds. Et puis il y a eu un revirement de situation assez fou, qui a fait qu'en une semaine, on a revu des perspectives s'ouvrir pour nous, et on s'est dit, en fait, on y a cru jusqu'au bout, et on a bien fait d'y aller, de rien lâcher, parce que finalement, tout le boulot sur lequel on avait misé les derniers mois,
on y arrive, quoi. Et c'est vrai qu'on a eu chaud un peu. Oui, ouais. Mais c'est encore une fois des rencontres. C'est ça les startups, en vrai. Ouais, c'est ça, c'est les montagnes russes. Tout le temps. Ouais. C'est les montagnes russes, il faut être vraiment accroché. Et je pense que, tu vois, genre, c'est assez vrai la citation de Mark Twain qui dit, genre, ils savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait, tu vois. Et c'est vraiment ça. Genre, tu te dis, toi, tu fonces et tu vois pas la montagne qu'il y a derrière, mais t'es animé par la mission de ta boîte. Enfin, voilà, en plus, nous, on est sur un marché B2C où on aide des gens à se loger, où on construit quelque chose pour faciliter vraiment le parcours de logement. Et on se dit, bon, en fait, il y a un vrai... quand on a des retours clients, enfin des retours utilisateurs, etc., et qu'on construit un produit et que, voilà, on se dit, on a encore énormément de choses devant nous, mais c'est vrai que c'est hyper motivant. Parce que tu vois un impact, tu vois l'impact qu'il y a derrière, et qu'aujourd'hui, sur des centaines de milliers d'utilisateurs qu'on a réussi voilà, à avoir sur la plateforme, à accompagner dans leur recherche de logement, etc., on se dit, putain, il y a quand même ouais, une route voilà, qu'on n'avait pas anticipée, mais qui est folle, quoi. Et encore, on n'est qu'au début. Donc, ouais, c'est les montagnes russes, mais il vaut mieux penser qu'au haut de la montagne. Oui, Tu vois, genre, c'est sinon... toujours mieux quand on profite toujours plus quand ça se passe bien. Ouais. Et du coup, au sein de Woomies, parce que tout le projet est basé un peu sur les relations humaines et l'humain en général. Ouais, c'était l'origine de la base du projet. Ouais. Ouais. Est-ce que du coup, chez vous, j'imagine que vous nourrissez ce truc de... Bah oui, nous on a une culture d'entreprise qui est... alors oui, c'est vrai que l'ADN de la boîte, c'est justement ramener un peu d'humain. En fait, de créer une plateforme immobilière un peu nouvelle génération, parce qu'on s'est dit, ok, nous on est de génération, les millennials, 18-35, si tu veux, qui, genre, enfin, on a des usages, des applications mobiles, des sites, etc., qui sont un peu différents des générations... de nos parents, clairement, qui sont pas nés avec l'Internet. Mais du coup, on s'est dit, mais finalement, les marketplaces immobilières aujourd'hui, elles sont à la fois déshumanisées, mais surtout dénuées de tech, quoi, sur la partie... elles sont très limitées en termes d'expérience, tu vois. C'est des sites de petites annonces, de mise en relation. Après, tu te débrouilles, tu sors de la plateforme. Nous, on s'est dit, OK, comment on peut penser une expérience utilisateur qui soit plus sympa, plus intuitive, plus fluide, qui amène l'utilisateur du moment où il recherche jusqu'au moment où il va signer son bail, en digitalisant toute cette partie-là. Tu vois, le paiement des loyers, aujourd'hui, on a vraiment développé des nouveaux services sur la plateforme qui permettent vraiment de digitaliser tout le parcours comme plutôt, on ne va plus penser à un Tinder, mais à un Airbnb. Et plutôt, parce que l'objectif, c'est, tu vois, l'objectif, c'est vraiment de réserver un bien en ligne et de le faire plus facilement, voilà, sans avoir à faire 45 allers-retours en dehors de la plateforme, etc. Et sur l'humain, nous, ça se ressent beaucoup dans les valeurs de la boîte aujourd'hui. Ouais, exactement. Tu vois, nous, une des valeurs de la boîte, c'est... aller au mariage d'Alex. Voilà, bon, il y a quelques... Ouais, exactement. Bon, après, j'aime pas le mot... Enfin, on parle de famille, mais c'est pas... voilà, ça fait un peu... ça peut être interprété d'une mauvaise manière, tu vois, le terme famille d'entreprise, mais il y a une forme de bienveillance quand même, et c'est pas du bullshit, tu vois. Genre, il y en a beaucoup qui parlent de bienveillance aujourd'hui. Genre, nous, on est dans un système où on parle plutôt de collective improvement, où en fait, chacun va plutôt apprendre les uns des autres. On a des parcours qui sont très différents dans l'équipe, des profils, tu vois, qui viennent de plusieurs nationalités, de plusieurs expériences de vie, des différents milieux sociaux. Et en fait, l'objectif, c'est au-delà des compétences professionnelles de chacun, d'échanger. Il y a beaucoup de moments de partage aussi en dehors, en dehors de l'entreprise. Donc après, voilà, on est une vingtaine. J'espère qu'on réussira à garder un peu ce côté. Tu vois, il y a le cœur aussi, ça fait partie vraiment d'une de nos valeurs, et ça peut paraître un peu cliché ou voilà, mais en tout cas, c'est quelque chose tu vois, dans l'écoute, etc., qu'on veut vraiment insuffler. À la fois, en fait, à différents niveaux. Nous, dans nos communications internes, dans la boîte, mais aussi dans le produit, ça se ressent beaucoup parce que du coup, cette expérience de matching,
les échanges que vont avoir les utilisateurs avec le support, avec notre manière de communiquer aussi sur les réseaux sociaux. On fait beaucoup de contenu pour aider les gens justement à les accompagner dans ce parcours de logement qui est casse-tête affreux, surtout en France, où tu te dis, en fait, nous, on a 20% de notre base qui sont des étudiants étrangers qui arrivent et qui ne connaissent rien à la régulation française et qui sont complètement perdus dans leur parcours. Donc le but, c'est à la fois de leur permettre d'accéder à des services de partenaires qui vont les aider dans la constitution de leur dossier, donc type Garant-Me, tu vois, pour ils n'ont pas de garant, voilà, et l'assurance habitation, on a des partenariats aussi avec l'UCO, etc. Okay. Et un support avec des offres d'accompagnement premium qui vont aider les gens. Donc nous, on est vraiment dans cette logique, tu vois, d'accompagnement et d'aide en ligne et en dehors, même encore un peu plus loin pour nos utilisateurs, quoi. J'aimerais bien qu'on finisse ce podcast. Du coup, qu'est-ce que tu peux me dire de tes projets ou tes ambitions à venir, même si tu viens de me dire que vous aussi sur votre stratégie pour les 2 ans à venir. Ouais. Est-ce que vous avez un projet ou un truc qui va sortir dans pas longtemps ? Écoute, on en a pas mal là, sous le pipe, dans les gros... dans les grosses étapes là, à venir. Là, vous recrutez beaucoup, du coup ? Écoute, là, on recrute encore, on a encore 3 postes ouverts pour la fin d'année. Mais pour le moment, là, on va un peu stopper, entre guillemets, parce qu'on est 20 dans la boîte et que ça pose d'autres soucis aussi si tu recrutes trop vite. Enfin, nous, en tout cas, on a expérimenté un peu cet été sur les structurations. Ouais, on va rester... le but, là, c'est aujourd'hui de vraiment... que la plateforme... On optimise la conversion. Si tu veux, on a beaucoup d'acquisitions, de traction. On a de plus en plus, on a 30% par mois de nouveaux utilisateurs en plus, donc ils viennent chercher un logement. On arrive sur des volumes qui sont importants. Le but pour nous, c'est de les convertir en locataires et qu'ils puissent réserver via la plateforme, parce que c'est là où on va nous rémunérer aussi au moment de la réservation. Et aujourd'hui, il y a encore des trous dans la raquette, un peu, tu vois, dans le parcours produit, tu vois, sur la plateforme pour améliorer la fluidité du parcours. Ouais. Donc, il y a des nouvelles fonctionnalités là, de paiement en ligne qu'on a sorties notamment et de signature de bail électronique qu'on a sorti à la rentrée. Pour la fin d'année, le but, ça va être vraiment de viabiliser un peu la plateforme de ce côté-là. Et donc là, on entame un process de levée de fonds donc en série A. Pour la fin d'année aussi. J'espère qu'on annoncera en fin d'année, début d'année prochaine, exactement, début 2022 en principe, qui va nous permettre d'accélérer, de consolider nos parts de marché sur les 7 villes principales sur lesquelles on va mobiliser nos efforts en France encore. Été 2022, amorcer le développement et des investissements sur des marchés clés en Europe. Okay. Donc une expansion internationale à venir pour fin 2022. Trop bien. Donc plutôt excitant, les projets qui arrivent. Merci beaucoup, je suis trop contente de t'avoir reçu. Merci à toi, Charlotte, c'était un plaisir. Drop the Mic est un podcast produit par Comptalib, l'entreprise qui révolutionne la comptabilité grâce à son application web et mobile de tenue comptable automatisée conçue spécialement pour les entrepreneurs et auto-entrepreneurs.